Donc, je suis Marie Carriga, la chef du bureau en charge de l'adaptation au changement climatique au ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Je vais commencer par vous faire un rappel du premier webinaire, notamment pour ceux qui n'ont pas pu y assister, où nous avions eu notamment des présentations de Robert Vautard, qui est le coprésident du groupe de travail 1 du GIEC, et puis une présentation aussi de David Salas-Emilia de Météo France, pour vous rappeler un peu en fait les éléments clés pour nous de ces présentations et surtout quand on commence à parler d'adaptation au changement climatique. Premièrement, les choses sur lesquelles on est sûr, et ça c'est extrêmement important d'en rappeler, c'est que nous sommes dans une situation qui est sans précédent depuis des milliers d'années, et on parle même là en dizaines de milliers d'années, puisque donc sur la dernière décennie, nous sommes à 1,1 degré de réchauffement climatique au niveau mondial. Alors 1,1 degré, ça peut vous paraître peu, hein, au sein d'une journée, la température varie de beaucoup plus. Mais en fait, en termes climatiques, c'est un saut énorme, puisque en gros, ça fait 125 000 ans qu'il n'a pas fait aussi chaud sur Terre. Donc voilà, plus de 100 000 ans qu'on n'a pas eu cette température-là. Et puis sur le graphe que vous avez, qui vous montre la hausse de la température par rapport à notre référence. Vous voyez que sur les 2000 ans, les 2000 dernières années, vous voyez cette hausse brusque avec notamment une accélération depuis la fin des années 80. Donc on a à la fois une question d'ampleur, hein, c'est un réchauffement qu'on n'a pas connu depuis plus de 100 000 ans, mais aussi une question de vitesse, puisque d'habitude quand on sort d'une ère glaciaire, on fait ça entre 10 et 20 000 ans. C'est un phénomène lent. Là, c'était quelque chose qu'on va faire en 150, 200 ans. Donc on a une question d'ampleur du phénomène et de vitesse. Et ça, c'est vraiment anormal. On est vraiment sorti de la normale. Et le graphe que vous voyez vous montre vraiment cette anormalité. Autre chose dont on est certain, c'est que ce n'est pas un phénomène naturel. Donc là, je vous ai redécoupé les graphes que Robert Vautard vous avait présentés sur un seul graphe. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Vous voyez sur la courbe bleue la hausse de la température que l'on mesure, vraiment ce qu'on mesure. Et en jaune, vous voyez ce qu'on arrive à simuler si on ne tient compte que des phénomènes naturels qui expliquent la variation de la température, l'activité du soleil, notre distance au soleil, notre inclinaison, etc. Vous voyez que dans les phénomènes naturels, on n'a pas du tout de hausse de la température, alors que ce qu'on mesure, c'est une hausse de la température. Donc c'est ça qui fait dire au GIEC que ce n'est pas un phénomène naturel, on n'a pas de similitude sur ces courbes. Il n'y a aucun phénomène qui permet d'expliquer cette hausse de la température que l'on constate. Donc ça, c'est vraiment une certitude. Ce n'est pas du tout un phénomène naturel. En revanche, si on prend les mêmes modèles et qu'on rajoute là-dedans les émissions de gaz à effet de serre, bah, vous voyez que les deux courbes se superposent très bien. Donc toujours en bleu foncé, ce qu'on observe, et en bleu clair, ce qu'on arrive à modéliser. Donc ce sont ces deux courbes-là, en fait, qui permettent de dire au GIEC, un, ce n'est pas un phénomène naturel, parce qu'il n'y a aucune explication naturelle à ce qu'on retrouve, à ce qu'on mesure. Et deux, vous voyez bien que ce sont nos émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de ce réchauffement. On arrive très bien à simuler ce qui se passe. Donc ça, très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tant qu'on n'arrête pas nos émissions de gaz à effet de serre, bah, le réchauffement va continuer. Hein. Donc tant qu'on n'arrive pas à cet équilibre entre ce que nous émettons et ce que, quelque part, la nature est capable d'encaisser, notamment nos puits forestiers, la végétation, les sols, les océans, eh ben, on va avoir cette courbe qui continue à monter puisqu'on continue en fait de conserver, de bloquer la chaleur dans l'atmosphère. Donc ça veut dire que très concrètement, on est dans un phénomène qui ne va pas s'arrêter tout de suite, puisque nous-mêmes, nous n'avons pas arrêté nos émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, on a des gaz à effet de serre qui se cumulent dans l'atmosphère, hein, puisque certains peuvent rester plusieurs milliers d'années dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment un phénomène qui malheureusement ne va pas s'arrêter tout de suite. Autre courbe que Robert Vautard avait présentée, que là je vous découpe aussi en deux, c'est qu'est-ce qu'on est capable de dire sur le climat futur. Là, on vient de parler de ce qu'on a constaté. On sait que on n'a pas vu ça depuis au moins 100 000 ans, 125 000 ans à peu près. Donc, qu'est-ce que va être notre climat futur? Là, je vous ai mis les différents scénarios qu'utilise le GIEC, avec des scénarios plus ou moins optimistes par rapport à nos émissions. Et qu'est-ce qu'on sait dire, en gros, à court terme, dans les 20 prochaines années? Bah, vous voyez que pour ces différents scénarios,
il y a peu d'écart, hein, c'est ce que vous expliquez Météo France dans le premier webinaire. Finalement, à court terme, on est vraiment dépendant de nos émissions passées, en fait, de ce cumul d'émissions passées, ce qui fait que dans les 20 prochaines années, il y a peu d'écart entre les différents scénarios. Quelque part, voilà, c'est que le scénario des 20 prochaines années, le climat des 20 prochaines années, il est à peu près écrit. On aura toujours de la variabilité naturelle du climat, mais les 20 prochaines années, en gros, c'est écrit. Et je vous ai mis la petite ligne des 1,5 degrés. Ça, je rappelle que c'est l'objectif de l'accord de Paris, puisque l'objectif qu'on s'est fixé au niveau mondial, c'est de rester bien en deçà de 2 degrés de réchauffement mondial et de maintenir les efforts pour être le plus proche possible de 1,5. Donc ça, c'est pour les 20 prochaines années, très peu de variations du fait de nos émissions actuelles, parce qu'on est très dépendant de nos émissions passées, du cumul des émissions passées, et que voilà, à la variabilité naturelle du climat près, ce climat futur est inscrit. Quand on se prolonge au-delà, en revanche, là, on a beaucoup plus de différences et ça, ce ne sont pas des incertitudes scientifiques. C'est vraiment lié à nos émissions, c'est-à-dire que vraiment le climat, au-delà de 2045-2050, ce sont nos émissions actuelles. On est en train d'écrire le climat futur. Donc, vous voyez que selon les différents scénarios qui ont été envisagés avec des émissions plus ou moins basses, on a des grosses différences, puisque dans un scénario très ambitieux où on baisse très vite, très fort nos émissions, on arriverait autour de 1,5 degré. En revanche, un scénario où on continue d'émettre beaucoup, on arriverait presque à 5 degrés de réchauffement mondial. Ça, pour vous donner une idée, donc on a 1,1 degré, qui à peu près, ça fait 125 000 ans qu'il n'a pas fait aussi chaud sur Terre. Quand on arrive à 2 degrés de réchauffement mondial, c'est un climat qu'on n'a pas eu depuis plusieurs millions d'années, hein. C'est ça le saut qu'on est en train de faire en termes climatiques. Au-delà de 2050, on pourrait arriver à un climat qu'on n'a pas eu depuis plusieurs millions d'années. C'est ça qu'on doit donc anticiper très clairement, parce que évidemment que tout ça a des conséquences. Vous voyez déjà les conséquences qu'on subit à 1,1 degré de réchauffement mondial. Il faut essayer de se projeter à qu'est-ce que ça peut dire d'être à 2, 3 degrés de réchauffement mondial. Donc ça, ce sont différents scénarios, comme ça a été rappelé dans le premier webinaire. Ce sont en fait des scénarios qui sont basés sur des hypothèses, notamment socio-économiques. Est-ce qu'on va vers le développement durable ou est-ce qu'on va continuer à fond sur les énergies fossiles? Donc tout ça, ce sont on va dire des scénarios théoriques que l'on met sur la table. Et quand on demande au GIEC, mais OK, par rapport à ces différents scénarios, lequel est le plus probable? Le GIEC ne va pas donner en fait de probabilité pour chacun des scénarios. En revanche, ce qu'il va nous dire, c'est que par rapport à ce qu'on a déjà cumulé, d'émissions de gaz à effet de serre, l'objectif de 1,5 degré, malheureusement, euh, on va atteindre ce niveau de réchauffement dès le début des années 2030. C'est ce que vous voyez dans les courbes précédentes. Tous les scénarios, en fait, dépassent ces 1,5 degrés. Il est encore possible de limiter le réchauffement à 2 degrés. On n'a pas encore émis assez de gaz à effet de serre pour arriver à 2 degrés. En revanche, tous les scénarios qui permettent de rester sous 2 degrés imposent que dès maintenant, on ait des réductions très fortes. Il faut aller très vite, très fort si on veut rester sur 2 degrés. Et c'est pas après-demain qu'il faut le faire, c'est tout de suite. Si on regarde ce que les États se sont engagés à faire dans le cadre de l'accord de Paris, les États doivent donner des engagements en disant, moi, je vais réduire de temps à tel horizon, moi, je vais faire comme ça, etc. Si on fait la somme de tous ces engagements, on arriverait à un réchauffement médian de 2,8 degrés en 2100. Et si on regarde ce qui est vraiment mis en place, hein, il y a d'un côté ce que je dis et de l'autre côté ce que je fais, quelque part, on serait plutôt autour de 3,2 degrés. Donc, vous voyez qu'en fait, les engagements, les politiques nous emmèneraient vers un réchauffement mondial de 3 degrés d'ici 2100. Et ce que nous dit le GIEC, c'est que le scénario du pire, le scénario très rouge dans les slides d'avant, c'est plus tendanciel. En fait, on commence à décrocher un peu, c'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre mondiales continuent d'augmenter. Ça, c'est un fait, malheureusement. On n'est pas du tout sur la courbe, la tendance baissière qu'il nous faudrait pour rester sous 2 degrés, mais on augmente moins qu'avant. Donc, on n'est plus sur le scénario du pire, ce sont des scénarios qui deviennent moins probables. Ils ne sont pas impossibles, puisque ça dépend de nos émissions futures. En revanche, vraiment, le scénario du pire est devenu moins probable. Donc le tendanciel, d'après le GIEC, c'est 3 degrés de réchauffement mondial. Et au niveau France, c'est ce qu'on a proposé de retenir. En fait, vous voyez que le GIEC nous dit bah, 1,5, on y sera dès 2030. Vous voyez que sur les courbes précédentes, on était en gros à 2 degrés en 2050. Et le GIEC nous dit 2100, on sera vers 3 degrés. Donc c'est ce qu'on a proposé de retenir pour la France. Voilà, une trajectoire qui nous amène progressivement à 3 degrés en 2100 au niveau mondial. Et donc ça, si on fait l'équivalent pour la France, et je laisserai Météo France vous expliquer comment ça se passe,
le niveau de réchauffement mondial, il faut avoir en tête que c'est vraiment une moyenne mondiale, donc c'est une moyenne au-dessus des terres, au-dessus des océans. Les océans se réchauffent moins vite. Faut imaginer une grande baignoire froide dans laquelle vous mettez progressivement de l'eau chaude. Vous imaginez que la température, elle va mettre un peu de temps avant de se réchauffer. Donc, quand on parle d'un niveau de réchauffement mondial, en fait, c'est une moyenne, mais pour les terres, c'est au-dessus, pour les océans, c'est en dessous. Donc 3 degrés de niveau de réchauffement mondial, qu'est-ce que ça veut dire pour la France hexagonale? C'est 4 degrés. Donc c'est pour ça que vous avez dû entendre parler Christophe Béchu qui dit il faut se préparer à 4 degrés de réchauffement en France. C'est tout simplement le tendanciel que nous annonce le GIEC avec les politiques qui sont actuellement en place et les engagements des États à faire mieux. Ça nous mènerait progressivement à 4 degrés en 2100 en France hexagonale. Et donc c'est la trajectoire qu'on a choisi de prendre pour référence pour vraiment se préparer. Et j'insiste sur le fait que se préparer à 4 degrés, ce n'est pas le souhaiter. Quand vous prenez votre voiture, vous ne mettez pas la ceinture parce que vous souhaitez avoir un accident, parce que vous anticipez que vous pourriez avoir un accident. L'adaptation, c'est exactement ça. On va se préparer à quatre tout en espérant et en souhaitant et en faisant tout ce qu'il faut pour ne pas arriver là. Mais vraiment, moi, mon rôle qui est de m'adapter, c'est-à-dire d'anticiper tout ce qu'on pourrait avoir à cause du réchauffement climatique, il faut malheureusement ouvrir les yeux et se dire que pour l'instant, on n'est pas sur la ligne qui nous permettrait de rester sous les 2 degrés, de respecter l'accord de Paris. Et donc, on a choisi de rester sur ce tendanciel et se dire, malheureusement, on va vers 3 degrés mondial et donc il faut s'y préparer. Donc, c'est vraiment notre référence maintenant pour travailler sur l'adaptation au changement climatique. Et je propose du coup de passer la parole à Jean-Michel Soubérou de Météo France qui va pouvoir vous expliquer ce que ça veut dire concrètement pour 4 degrés, un 4 degrés en France hexagonale. Je vous ai dit que au niveau mondial, ça serait un climat qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps, mais c'est important pour vous que vous voyez exactement ce que ça peut vouloir dire pour la France 4 degrés de réchauffement mondial. Merci. Merci beaucoup, Marie. C'était très clair ton introduction. Donc je vais donc prendre. Donc je pense que les questions elles viendront après nos deux présentations. Hein. Donc il me semble que c'est ce qui était convenu. Et donc moi je vais préciser le paysage finalement du changement climatique actuel et futur dans la France à 4 degrés. En France. Donc. Alors non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé. Attendez. J'arrête le partage. Je me suis trompé. Est-ce que vous voyez ma présentation? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Michel Soubirous, BTO France. Voilà. Donc ma présentation va faire donc le zoom sur la France et puis donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui et c'est quoi le climat dans une France à 4 degrés. Donc quelque chose que l'on a sur lequel on n'a pas forcément de référence. Et puis donc je le fais en utilisant des portails qui sont à destination des acteurs de l'adaptation des services climatiques de Météo France qui sont Climat HD et Drias. Je ferai donc un mixte entre des diapositives pour Climat HD et puis de la navigation sur le portail Drias dans l'espace découverte. Alors, Pardon Jean-Michel, est-ce que comme moi, tu peux mettre en oui, affichage tout à fait. voilà. Affichage, Super. mode plein écran. Merci. Voilà. Désolé. Mais pour tout plan d'adaptation, on a besoin d'avoir une phase de diagnostic et ce portail Climat HD, il sert à ça. Donc Marie vient de l'expliquer de manière tout à fait pédagogique. Au niveau mondial, la hausse des températures est très forte. L'année la plus chaude observée depuis 1850, c'était l'année dernière, 2023. Donc on était à 1,45. Et il y a de fortes probabilités pour que 2024 soit encore au-dessus de 2023 et que l'on atteigne peut-être même pour la première fois le seuil des 1,5 degré pour une année particulière. Donc cette information-là, on la trouve dans les rapports de l'Organisation mondiale de la météorologie, des rapports annuels qui viennent compléter les rapports du GIEC. Au niveau national, on a des communications qui peuvent être faites sur les bilans annuels, mais on a surtout ce portail Climat HD
qui met à jour annuellement donc l'information pour décrire le changement climatique à l'œuvre, donc à la fois à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale. Donc je vous rappelle l'adresse donc de ce portail. Alors. Donc, dans ce portail donc, qui concerne pas que la France hexagonale, qui concerne aussi donc, les Outre-mer, hein, donc, il se présente donc sous forme d'un tableau de bord, donc avec climat passé, climat futur, et puis donc, le fait de pouvoir disposer d'informations soit à l'échelle France, soit à l'échelle régionale, et puis quatre blocs d'indicateurs qui permettent de récupérer des informations sur les températures, les précipitations, les phénomènes climatiques et puis les impacts. Alors, si on commence par le premier bloc sur les températures et la France métropolitaine, et donc avec un indicateur qui commence donc en 1900, et le niveau de réchauffement France que vous voyez affiché ici, donc, eh bien, il atteint 1,9 degré maintenant, donc on est vraiment très proche avec les observations des 2 degrés. Voilà, et les 2 années les plus chaudes, c'est 2022 et 2023, et puis qui dépassent très fortement tout ce que l'on a connu. Donc, on est sur une phase donc, d'augmentation très rapide donc, des températures donc, à l'échelle nationale. Alors donc ce diagnostic il est aussi intéressant d'être regardé à l'échelle régionale où il se passe des fois des choses légèrement différentes. Par exemple donc sur la façade est du pays en fait la hausse des températures est même encore plus forte qu'à l'échelle nationale. On a des effets donc liés à la continentalité du climat et je vous montre ici par exemple donc une série à Strasbourg. Et à Strasbourg, donc, ben, le réchauffement, il atteint déjà 2 degrés depuis les années 60, pas depuis l'ère. Tout à l'heure, je présentais des séries au niveau national depuis 1900. Là, depuis 1960, on est déjà à 2 degrés depuis Strasbourg. Donc, un réchauffement qui peut être encore plus fort dans certaines régions, notamment sur la façade est. Alors, si je passe au bloc sur les précipitations, donc là, le constat, il est différent puisque on n'a pas un signal à la hausse uniforme donc au niveau de l'ensemble du pays. On a donc tendance donc à la hausse depuis les années 60 sur la moitié nord et puis une tendance à la stabilité ou à la baisse sur la moitié sud. Euh, donc, si on prend l'exemple, donc je vous ai pris l'exemple de deux stations, de deux séries, donc une au nord de la France, Lille, donc c'est la série qui est en bas. Donc, on a une augmentation des températures, des précipitations, donc de l'ordre de 10% au cours donc, depuis les années 60. Et à l'inverse, donc dans le sud, à Montpellier, on a une baisse du cumul annuel qui est de l'ordre de 20%. Donc, à l'échelle nationale, quand on fait une agrégation, donc le résultat est de dire qu'il n'y a pas de tendance sur l'évolution du cumul de précipitations, mais à des échelles régionales, on peut avoir donc des effets différents à la hausse ou à la baisse. Alors donc, le changement climatique, ce n'est pas que l'évolution des moyennes, et donc c'est surtout l'évolution des événements extrêmes. Et donc, dans la boîte phénomènes, on trouve donc tout un ensemble d'événements extrêmes sur les journées chaudes, les journées de gel, les vagues de chaleur, les vagues de froid, les tempêtes et les pluies extrêmes. Je voudrais donc, dans ce webinaire, donc, forcément limité en temps, donc parler des vagues de chaleur, qui sont les vagues de chaleur étant donc l'événement qui augmente le plus rapidement et qui est directement lié donc au changement climatique. Donc dans l'indicateur qui est représenté, chaque bulle correspond à un événement de vague de chaleur sur lequel on a marqué l'année. Et puis, donc, ces événements, donc, ils sont caractérisés par leur durée et puis par la température maximale qui a été observée au cours de l'événement, enfin la température moyenne de la journée la plus chaude de l'événement. Et la taille de la bulle, c'est la sévérité, ce sont les sommes de température cumulées au cours de l'événement. Et donc, on voit l'événement de 2003 qui reste encore l'événement comme étant le plus fort en sévérité cumulée. Mais par contre, ce que là, donc, j'ai colorié en gris les vagues de chaleur avant 2000, de 1947 à 2000, et en doré celles qui sont après 2000. Et on voit donc ces vagues de chaleur, eh elles sont 4 fois plus nombreuses à l'échelle nationale depuis 2000. Donc, et on a un signal à l'intensification et à l'augmentation de la fréquence des vagues de chaleur qui est très spectaculaire. Et donc, on retrouve sur d'autres
phénomène donc à la hausse, c'est par exemple les pluies extrêmes, notamment en région méditerranéenne, donc avec une hausse de l'ordre de 10% à peu près de l'intensité des précipitations extrêmes. En termes d'impact, il y a un impact également donc, qui est très fort et bien lié au changement climatique, c'est la sécheresse des sols. La sécheresse des sols, donc à l'échelle de la France métropolitaine, est devenue 2 fois plus fréquente que dans les années 60. C'est ce que montre ce graphe-là. Et donc le record d'extension des sécheresses de sol a été atteint en 2022. Quand on descend dans certaines régions du sud de la France, la fréquence d'augmentation est même multipliée par 3. Un autre élément également qui est important et qui est un marqueur du changement climatique, donc c'est le besoin en climatisation, donc avec l'augmentation des températures. Donc ici, donc en Nouvelle-Aquitaine, à Agen, on voit donc que ce besoin, il a été quasiment multiplié par, il y a une augmentation de l'ordre de 50%. Et de nouveau, donc c'est les années 2022 et les années 2023 qui apparaissent comme les années avec le plus fort besoin de climatisation qui dépasse donc même 2003. Alors donc, pour toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce portail Climat HD, il y a une adresse, service underscore climatique @meteo.fr. Donc n'hésitez pas à nous écrire donc, sur l'utilisation de ce portail. Alors j'enchaîne sur à quel climat se préparer demain, donc en reprenant un petit peu les éléments donc, qu'indiquait Marie dans son introduction. Donc en climat futur, tout va dépendre de notre capacité planétaire à limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc je recommande pas le graphe qu'a présenté Marie là, sur les différentes trajectoires donc, qui sont considérées par le GIEC. Ces trajectoires, elles sont considérées dans les modèles de climat et qui nous amène à avoir plusieurs futurs climatiques possibles sur la planète et à l'échelle de la France, en fonction donc des émissions qui seront effectivement émises par les pays. Donc, sachant que c'est aussi un facteur de cumul de ce qui a déjà été émis. Alors la France, comme l'a dit Marie, donc s'est dotée en 2023 d'une trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, qui est basée sur des niveaux de réchauffement planétaire et leur correspondance sur la France hexagonale. Donc j'ai positionné dans le graphique qui est deuxième graphique de la figure, donc les trajectoires donc, de réchauffement planétaire et puis donc ce qui est considéré donc, par la traque. Et donc Météo France donc, a préparé donc, sur le portail GRIAS un jeu de données climatiques basé sur 17 simulations donc, les plus récentes sur l'évolution du climat en France pour caractériser donc l'évolution de ce climat dans cette trajectoire et puis auquel on doit s'adapter collectivement. Donc vous avez l'adresse du portail Drias qui est ici et je vais donc arrêter le partage et pour le basculer sur le partage du portail Drias. Alors, donc, est-ce que vous voyez le portail Drias maintenant? Oui, c'est bon. Alors c'est bon. Donc sur le portail Drias, donc qui est ouvert depuis 2012, c'était un des résultats du premier plan national d'adaptation au changement climatique. Donc on a différents espaces, un espace accompagnement avec toute l'information sur qui décrit le changement climatique, les méthodes utilisées, les jeux de données qui sont présentés sur le portail, qui donnent des diagnostics, des retours d'expérience. Donc c'est le menu pour la bonne prise en main des données. On a l'espace de données et produits mais qui permet de récupérer les différents jeux de données, les différents indicateurs dans deux formats, des formats CSV, des formats NetCDF qui permet donc des formats plus scientifiques. On a également donc une hotline, j'évoquais tout à l'heure celle du portail Climat HD, mais on en a une aussi sur le portail Drias, et donc on a beaucoup d'échanges donc avec les utilisateurs du portail. Et puis donc on a un espace découverte, et donc c'est là-dessus que l'on va naviguer. Là. Et quand on se connecte sur cet espace découverte, donc le premier jeu de données qui nous est proposé, c'est le jeu de la traque. Alors il y en a d'autres jeux, hein, donc si on voulait regarder, notamment le jeu de Rias 2020, par exemple, dont on avait parlé il y a quelques temps. Et puis, donc, la première, voilà, les indicateurs que l'on propose, ce sont les indicateurs de la traque. Donc, à ce moment-là, il n'y a rien de plus facile puisqu'il suffit de valider pour entrer dans cette partie-là. Et ensuite, donc, les différents indicateurs, ils apparaissent ici. Donc, on en a une quinzaine d'indicateurs, donc avec chaque fois la valeur absolue, l'écart par rapport donc, à la référence. Donc, la référence pour les projections climatiques régionales en France ou en Europe, c'est la période 1976-2005.
on voit les différents niveaux de réchauffement, hein, de la traque, l'horizon 2030 avec un réchauffement France de 2 degrés, 2050 2 degrés 7, et l'horizon 2100, réchauffement 4 degrés. Donc c'est sur cet horizon que l'on va aller regarder donc, nos informations. Et puis donc il faut se rappeler que les informations qui sont produites donc, pour la traque, elles sont issues d'un ensemble de 17 simulations. Donc on présente souvent la médiane, mais c'est pas forcément, c'est pas suffisant pour dimensionner un exercice d'adaptation, un plan d'adaptation. Donc voilà, donc il faut considérer également, donc plus largement, donc regarder le minimum et le maximum des modèles qui sont proposés. Donc je laisserai toujours l'affichage minimum et maximum, même si par la suite je parlerai de la médiane. Alors voilà, donc là j'ai affiché, donc on est sur l'évolution de la température moyenne, donc dans une France à 4 degrés, donc on voit les six vignettes qui s'affichent, donc la première colonne c'est la référence 76-2005, la deuxième c'est l'horizon 2100, la France à 4 degrés, et donc le minimum, la médiane et le maximum. Alors on va aller donc sur la médiane. Et donc on peut faire apparaître donc des régions administratives et ça nous permet donc de naviguer plus facilement. Donc, donc on s'attend à avoir une France à 4 degrés. Alors en fait ici on est sur une référence au 76-2005. Donc il faut se rappeler qu'on aura toujours un décalage de 0,6 degrés. Et donc dans une France à 4 degrés, donc ça correspond à une augmentation de température de 3 degrés 4 par rapport à 76-2005. Donc c'est ce qu'on retrouve, alors je me mets dans une position un peu centrale sur la France. Et alors ce qu'on voit sur cette carte, c'est que 3 degrés 4 sur la France, en tout cas, ça ne veut pas dire la même chose qu'on a dans toutes les régions, que le réchauffement se réchauffe un petit peu plus vite sur le sud-est que sur le nord-ouest. Donc on a un écart en France qui est de l'ordre de 0,8 degrés à l'échelle entre les différentes régions, donc dans cette température moyenne annuelle. Alors donc, si on regarde donc ce qui se passe donc au niveau des saisons, donc on regarde donc en été. Donc voilà, donc on voit la couleur a changé. Donc on voit que les couleurs sont plus marquées dans le rouge parce que donc le réchauffement il est plus fort et il est plus fort d'environ 0,08 degrés hein, en été par rapport au réchauffement sur la moyenne annuelle. Et si je regarde donc à l'inverse, donc en hiver, les réchauffements, là vous allez voir une carte un petit peu plus pâle, donc le réchauffement, donc il est moins fort. Ouais, donc on a donc au-delà donc d'un réchauffement sur une moyenne donc annuelle, donc on a un contraste saisonnier. Donc je vous ai parlé d'un contraste géographique, on a aussi un contraste saisonnier. Alors si on va maintenant donc sur les précipitations et on va regarder ou on va peut-être continuer avec les températures. Alors attendez, on va rester sur les températures. Et on va regarder donc les températures avec le nombre de jours, par exemple avec des températures maximales supérieures à 30 degrés, pour montrer donc à quel point donc voilà ce nombre de jours hein, qui était relativement peu fréquent dans la France de 76-2005, donc il devient très fort sur un grand nombre de régions. Donc c'est 36 jours par exemple, toujours là au centre de la France de journées supérieures à 30 degrés et dans les régions méditerranéennes, vous voyez, donc je me dépasse facilement avec la jauge, c'est 90 jours, donc ça fait 3 mois, l'équivalent de 3 mois en moyenne dans une France à 4 degrés, donc avec des jours supérieurs à 30 degrés. C'est aussi très spectaculaire, donc si on regarde les indices TRAC par rapport donc, au nombre de nuits chaudes, les nuits qui sont pénibles donc, pour la récupération du point de vue donc, de la santé. Alors, donc, est-ce que je suis bien sur le nombre de nuits chaudes? Voilà, et donc le nombre de nuits chaudes donc, qui est dans le climat actuel de l'ordre de quelques nuits. Donc, on a de l'ordre de 30 nuits donc, sur le centre de la France et on va jusqu'à de nouveau 90 nuits, voire même un petit peu plus sur les régions méditerranéennes. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure donc, sur les événements, l'aggravation donc, des vagues de chaleur donc, s'accentue encore donc, dans une France à 4 degrés. Alors, si on va sur les précipitations, donc l'écart relatif des précipitations donc, annuelles, donc on voit que le signal sur l'évolution des précipitations donc, il est assez faible. Hein. Donc, en termes de médiane, une augmentation de l'ordre de quelques pourcents
avec un contraste léger entre le sud-ouest où ce serait plutôt, ou le sud de manière générale où on aurait plutôt une tendance à la baisse, et puis le nord, et notamment le nord-est où on aurait une légère tendance à la hausse, mais avec aussi on voit de fortes incertitudes si on regarde les valeurs minimales et maximales donc de notre ensemble. Si on regarde par contre donc ce qui se passe donc en été et en hiver, donc on a des choses assez différentes. Voilà, donc en été, on a une diminution attendue des précipitations sur la France. On retrouve toujours ce gradient nord-est-sud-ouest, mais la diminution, elle est de l'ordre de moins 20% à peu près donc, sur le cumul en été. Et si je passe donc sur le cumul donc, en hiver, on a par contre donc, à cet horizon track 2100, on a donc des cartes donc, qui sont inversées donc, avec une augmentation donc, des précipitations qui est de l'ordre de 15 à 20% et donc plus marqué toujours sur le nord-est que sur le sud-ouest. Pour terminer, on va regarder d'autres indices sur notamment donc, la sécheresse des sols. Donc la sécheresse des sols, donc, qui est liée donc, à l'augmentation des températures. On voit une carte donc, toute rouge, donc c'est le nombre de jours de sol sec qui augmente donc, dans toutes les régions et qui augmente de l'ordre de grandeur, c'est une trentaine de jours, de l'ordre de un mois à peu près de jours de sol sec. Et puis donc dans certaines régions, notamment sur le sud-ouest, on est plutôt aux alentours de 2 mois d'augmentation. Hein, on voit la jauge, voilà, donc ici, là, donc, en Gascogne. Et puis, donc, autre élément donc, important pour caractériser donc, les risques également, c'est la sensibilité donc, élevée donc, au risque de feu. Voilà. Et donc, alors donc là, c'était un écart. On peut le mettre aussi en valeur absolue parce que c'est intéressant en valeur absolue pour se rendre compte que on a finalement donc ce risque élevé de feu qui s'étend donc à une très grande partie du pays puisque donc dans la moitié nord donc phénomène qui est totalement exceptionnel aujourd'hui hein, que l'on avait connu en 2022 bien en moyenne par an on se retrouve avec de l'ordre de 5 à 10 jours de risque fort de risque élevé d'incendie et puis dans la moitié sud les régions qui sont touchées actuellement ben, ce risque il est multiplié par 2 en nombre de jours. Voilà donc ce que je voulais vous présenter rapidement. Et puis donc on a une application Météo France donc qui permet d'obtenir directement le diagnostic de la France à 4 degrés à l'échelle de votre commune, enfin tous les niveaux de la traque, qui s'appelle Climadia Commune et qui est, voilà, qui est complémentaire à ce que je vous ai montré sur le portail Grias. J'arrête le partage et puis donc je ne sais pas si on prend des questions maintenant. Oui, on va prendre quelques questions. Je vais laisser Marie reprendre la main, mais je voulais juste dire aux personnes qui nous suivent sur YouTube, je suis vraiment désolée, on n'avait pas activé pour la chaîne le mode commentaire et en fait, on ne peut pas le réactiver et l'autoriser une fois que la vidéo commence le live stream. Donc, je suis absolument désolée. Pour celles et ceux qui sont sur YouTube et qui ne peuvent pas nous poser de questions. Donc, au besoin, envoyez-moi un email ou un SMS, je les relayerai aux participants à l'issue du webinaire. Voilà, je laisse Marie et Jean-Michel peut-être prendre Oui, les merci questions. J'ai vu Hélène. qu'il y avait une question sur les Outre-mer et sur la disponibilité de données de RIAS sur les Outre-mer et je crois qu'il y a un travail de Météo France sur ces questions. Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a des échanges passionnants, passionnés en tout cas dans le chat, qui tournent beaucoup autour des émissions de gaz à effet de serre. Alors évidemment que c'est extrêmement important. Juste, je me permets de prendre les questions qui sont relatives à l'adaptation au changement climatique et donc les conséquences de tout ça. Pour ceux qui sont intéressés pour tout ce qui est nos émissions, notre part de responsabilité, etc., n'hésitez pas à regarder ce qui est fourni par mes collègues en charge de ces sujets-là, notamment les hypothèses derrière la stratégie nationale bas carbone et les derniers documents qui ont été sortis notamment par le SGPE autour de qu'est-ce qu'on peut faire nous chacun. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup des solutions sont déjà là
qui doivent surtout être massifiés. Et je confirme qu'il faudrait essayer de sortir de ce triangle de l'inaction et arrêter de dire que le problème, c'est pas moi, c'est le voisin. Le problème, c'est nous tous. Voilà, je ferme juste cet aparté. Première question, en fait, il y a eu une question autour du scénario 3 degrés avec est-ce que c'est assez ou est-ce que c'est pas assez. Le GIEC nous dit qu'on va vers 3 degrés. Le choix qui a été fait en France, c'est de suivre ce que dit le GIEC, ce que nous disent les scientifiques qui nous disent qu'on va vers 3 degrés. Donc, on se prépare à 3 degrés. Et Jean-Michel, tu pourras peut-être compléter sur ce point-là, mais ce qu'on voit aussi quand on regarde, quand on fait des simulations, parce qu'évidemment, on n'a pas juste regardé 3 degrés, Météo France a aussi regardé ce qui se passerait à 4 degrés mondial. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, ça ne fait pas une grosse différence en ce sens que c'est vraiment en allant chercher les extrêmes, ce qui pourrait se passer à 3 degrés monde. Voilà qu'on peut vraiment jouer sur notre niveau de protection. Mais l'idée, effectivement, comme quelqu'un l'a fait remarquer, c'est bien d'avoir une trajectoire de réchauffement de référence, pour que ce soit le scénario que tout le monde utilise. Ce qu'on veut éviter, c'est par exemple un port qui se prépare à une hausse de 50 cm, la route qu'il dessert, il se prépare juste à une hausse de 40 cm du niveau de la mer. Votre port est inutilisable parce que la route est inutilisable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé le même référentiel. Donc c'est ça l'idée de la trajectoire aussi, c'est de se dire on utilise la même référence pour que tout le monde agisse de manière coordonnée. Voilà. Et pour l'instant, le GIEC nous dit qu'on est vers une trajectoire à 3 degrés. Évidemment qu'on suit ça de près. Si, avec tous nos efforts, on arrive à ralentir le réchauffement, eh ben, on ajustera à la baisse. Si malheureusement ça repart à la hausse, on ira au-dessus. Pour l'instant, on a plutôt des signaux pour dire qu'on serait peut-être un peu en dessous de 3 degrés. Puisque tous les 5 ans, les États doivent refaire des engagements au titre de l'accord de Paris. Et les engagements, ils sont à la hausse, hein. Enfin, ils sont plus ambitieux qu'avant. C'est le principe même de l'accord de Paris. Et Jean-Michel, moi, je connais la réponse, mais je te laisse préciser ce qu'il y a déjà d'Andrias pour les Outre-mer, ce qu'il va y avoir d'Andrias pour les Outre-mer, et notamment selon la trajectoire de réchauffement de référence. Alors, merci Marie. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup des températures. Il ne faut pas oublier les précipitations et que les impacts donc, sur les activités socio-économiques, elles sont beaucoup liées à l'eau et que dans les simulations que l'on a dans une France à 4 degrés, donc il y a déjà des possibles changements des volumes d'eau disponibles qui sont très importants et que donc voilà, l'effort d'adaptation, il est déjà considérable. Donc on pourrait imaginer encore pire, mais déjà essayer de prendre en compte cette France à 4 degrés, c'est un défi collectif que nous avons qui ne va pas être simple à résoudre. Alors donc sur les Outre-mer, donc effectivement donc sur la métropole on avait des éléments donc qui étaient plus matures que sur les Outre-mer et donc on a décidé de faire un effort massif sur l'Outre-mer et on est en train de le faire. Donc il y avait déjà dans Drias quelques simulations sur l'Outre-mer, donc on ne part pas de zéro, dans Climat HD aussi, on a des éléments sur les Outre-mer. Et puis, donc, il y a un effort particulier de production, de projection climatique sur l'ensemble des territoires ultramarins qui va nous permettre, dans les prochaines semaines, d'ici la fin d'année, début de 25, de commencer à produire de nouveaux jeux de données sur les Outre-mer et qui vont intégrer la traque. Donc voilà, 2025, c'est l'année pour nous dans laquelle donc l'effort prioritaire sera fait sur les Outre-mer en termes de projection climatique. Voilà. Et comme on est très en retard, je le précise tout de suite, l'objectif, c'est aussi que toutes les données soient disponibles selon les niveaux de réchauffement de la trajectoire pour tous nos services climatiques progressivement, hein. Donc pour nous, l'essentiel, c'est effectivement DRIAS, Climat HD, Climat Diac commune, etc. Mais l'objectif, c'est bien que cette trajectoire serve de référence. Et très concrètement, pour les spécialistes, on ne parle plus au niveau de SSP, RCP, c'est bien par niveau de réchauffement de référence et donc par horizon temporel. C'est qu'est-ce qu'on va avoir en 2030, en 2050, en 2100, qui pour le grand public est quand même beaucoup plus simple à comprendre que les RCP. Moi, je garde un souvenir ému de quelqu'un qui, en réunion publique, a annoncé que RCP 8,5, ça veut dire 8,5 degrés de réchauffement mondial. Personne n'a tiqué dans la salle à l'idée de ce que ça pourrait être 8,5 degrés de réchauffement mondial. C'est normal, c'est extrêmement complexe. Donc, c'est aussi le choix qu'on a fait, nous, de parler en termes de niveau de réchauffement qui sont plus simples que les acronymes qu'on utilise tous au quotidien. Merci beaucoup, Jean-Michel. Moi, je n'avais pas vu d'autres questions, Hélène, là-dessus. Donc, je propose de passer, vu qu'on a du J'avais retard. juste Vas-y. une question technique parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posaient la question. Est-ce que, et je pense que les bases de données de RIAS sont disponibles sous format Excel ou CSV pour être téléchargées? Il me semble que Tout oui. ça est exportable et vous pouvez en faire toutes les cartographies que vous voulez, bien sûr. Et
Et alors, Drias, c'est 2015, hein, Jean-Michel? C'est depuis 2015 que 12. c'est en ligne. 12. 2012, voilà, 2012. Le temps passe, Marie, le temps passe. C'est en ligne gratuitement depuis 2012 et c'est en train d'être progressivement mis à jour et pour les Outre-mer et pour la trajectoire, mais vous avez déjà énormément de choses qui sont disponibles. Merci Jean-Michel. Merci, Marie.